Il y a quelques mois de cela, une amie qui travaillait à l'Institut de France, bien sûr le chat, m'a invitée pour assister à la conférence Virginia Woolf, Colette et Patti Smith, 3 manières d'inventer sa chambre à soi, tenue par Madame Chantal Thomas, non pas la créatrice de lingerie de luxe, mais l'auteure et académicienne, dans le cadre du semestre des académiciens qui, ce semestre-là, avait pour thème 5 regards sur la liberté. Et c'est de cela dont je veux te parler aujourd'hui, car en effet, je crois qu'une énorme part d'entre nous éviterait de devenir prisonnière d'horribles relations toxiques d'une part, et serait généralement beaucoup plus épanouie d'autre part, si seulement nous possédions toutes notre Bloom Room. Bonjour, je m'appelle Hermine Prunier, je suis la fondatrice de Time to Bloom, coaching en épanouissement personnel par le yoga, fière coq-bloqueuse professionnelle de fuckboy et autres narcissiques et hôte de cette émission. Mon intention principale dans tout ce que je fais, le désir de voir les femmes mettre au moins autant d'énergie dans la réalisation de leurs rêves que dans leur vie sentimentale. No boy's gonna kill the dreamer in me. Tu te souviens du film Panic Room avec Jodie Foster et Baby Kristen Stewart ? Well, la Bloom Room, c'est un peu le même concept, sauf que la porte n'a pas besoin d'être blindée. Enfin, quoique, ça se pourrait. Métaphoriquement, c'est pareil, dans le sens où la Bloom Room, c'est ta forteresse dans laquelle tu te réfugies pour ta sécurité émotionnelle. The Bloom Room is the new must-have dans son intérieur, beaucoup plus important que le dressing et, selon moi, beaucoup plus important que la nursery. Unless, of course, t'as déjà un enfant et il faut bien ranger quelque part. Blague à part. Tu as peut-être, comme moi, longtemps rêvé d'avoir une pièce en plus pour pouvoir faire un walking dressing à la Carrie Bradshaw. Well, si tu ne vis pas seul, please think again. Parce que quand tu voudras t'isoler pour faire des salutations au soleil, pousser la chansonnette, danser, apprendre à jouer d'un instrument, te concentrer sur un projet pro ou artistique ou les deux à la fois, eh bien comment feras-tu si tu as un Jean-Michel ou une Jeanne Michel, je précise encore, ça marche aussi quand on est en couple homosexuel, juste je rappelle que j'ai pris le parti de m'adresser principalement ici aux femmes hétéros et bi, parce que relationner avec des hommes présente plus de risques malheureusement. Comment fait-on pour faire tout ça quand on a un Jean-Mi qui est en call toute la journée ou pire en Call of Duty tu vas quand même pas aller t'installer entre chaussures et manteaux, c'est pas Bloom. Disclaimer, je réalise que c'est un problème de privilégié, certaines personnes n'ont pas de place et seraient déjà bien contents ou bien contentes d'avoir, en majuscule, chaussures et manteaux. J'en profite pour te donner un peu de mon contexte personnel qui explique mon désir ardent d'avoir une safe place à moi, même dans mon chez-moi. Parce que si j'ai toujours eu la chance d'avoir des chaussures à mes pieds et des manteaux à enfiler sur mes épaules, j'ai beaucoup souffert dans ma vie du manque d'espace. J'ai en effet partagé ma chambre avec ma petite sœur de mes 7 à 18 ans. Cette chambre était aussi mon unique refuge dans l'appartement de ma mère, car à la naissance de ma sœur, mon beau-père a changé de visage vis-à-vis de moi et je n'étais plus la bienvenue dans les parties communes. À 18 ans, je me suis réfugiée dans le petit studio de mon premier amoureux, puis quand on s'est séparés, j'ai eu mon premier appartement, mais pour plein de raisons, notamment le conditionnement intense sociétal autour de la valeur inexistante donc d'une femme si elle est célibataire, je me suis très vite remise en couple, cette fois avec le fameux ex de l'épisode 37, Confession intime. 3 petits points. Il avait beaucoup de retard de loyer dans son ancien appartement, alors j'ai eu la bonne idée de lui proposer de s'installer avec moi le temps de se remettre sur pied. Quelle erreur de débutante n'avais-je pas faite ? Il faisait sa loi dans mon studio, décidait de quand on fermait les volets, c'est-à-dire toute la journée, quand on dépliait le lit, c'est-à-dire toute la journée. Bref, j'y étais si mal que j'ai fait mes valises et je suis retournée vivre chez ma mère. Le beau-père, thank God, n'était plus là, mais il n'était plus question de partager évidemment la chambre avec ma petite sœur. Du coup, je squattais dans le salon. C'est alors que j'ai commencé, parce que évidemment, c'était pas ultra confortable comme ça, d'enchaîner les cat-sitting et les sous-locations. #FindARoof4Hermine. Peut-être que certaines followers de longue date se souviendront de cette époque où je faisais appel à ma communauté pour me loger. J'en profite ici pour dire un grand merci à Sophie, Audrey, Laure et Emmanuel, Marisha, Aliénor et Alexandrine de m'avoir logé pendant quelques semaines ou quelques mois. Et un immense merci à Margot, si elle m'écoute, de m'avoir présenté mon actuel propriétaire parce que je n'ai jamais autant bloomé que dans l'appartement que j'occupe actuellement. Évidemment, big up à Jérôme, mon propriétaire.
Je me suis installée donc début 2019 dans cet appartement. Il m'aura fallu 30 ans pour vraiment trouver la sécurité et le confort quelque part. Depuis, j'ai eu d'autres aventures puisque je suis partie 1 an à l'étranger dans les Landes. Et quand j'étais au Costa Rica, quasiment du jour au lendemain, j'étais SDF en plein milieu de la jungle puisque j'ai eu un délai de 2 semaines pour me reloger. Bon, je t'en passe des meilleurs parce que j'ai eu de la chance, j'avais des copains surfeurs qui m'ont accueilli dans leur petite maison qui était sur la plage, donc cadre de carte postale, mais j'avais une chambre qui s'apparentait plus à une cellule de prison qu'autre chose. Elle ne devait pas faire plus de 4 mètres carrés, quelque chose comme ça. J'avais pas de fenêtre, je n'avais pas de porte non plus. Il y avait 2 lattes en moins dans le lit de mémoire, peut-être une de plus au niveau des pieds, mais en tout cas au niveau des hanches, 2 lattes en moins. Et parce qu'un ami à eux m'a mis la main aux fesses le jour où je me suis installée, l'ambiance avec mes colocataires masculins a très vite switché. Pour te dire, on ne s'est même pas dit au revoir quand je suis partie en France et j'ai jamais eu de nouvelles. Et ouais, c'était pas facile parce qu'en plus j'avais peur un petit peu parce qu'ils étaient toxicomanes. L'un avait fait de la prison pour ça et parfois il me disait touche pas à ça en pointant un produit non identifié dans le frigo. Et il arrivait souvent que quand je dormais, ils invitaient des mecs dans la maison et encore une fois, je n'avais pas de porte. Donc, et puis j'avais pas internet non plus, donc vraiment c'était très très précaire comme situation. Et dans les Landes, j'ai partagé une caravane avec une jeune fille que je ne connaissais pas très bien, puisqu'on s'était rencontrés dans le B&B dans lequel on s'était installé en arrivant dans la région. Et donc, on a décidé ensuite de partager ensemble une caravane pendant 6 mois. Donc, ouais, c'était une aventure aussi. Marie, si tu m'écoutes, big up à toi aussi. Bravo d'avoir supporté mes crises d'allergie dans un si petit espace. Donc, voilà, ça, c'est ma backstory. Genre, juste pour te placer le contexte et que, bon, tu saches bien que, genre, je suis pas une bourgeoise... je le dis comme ça, mais c'est absolument pas péjoratif comme mot, mais juste, je ne suis pas une bourgeoise, lecturing you en mode « Mais enfin, Jacqueline, mais tu n'as pas tes appartements dans ta propriété !» Alors évidemment, étant installée en colocation depuis plusieurs années, cela tombe sous le sens, ma coloc et moi avons chacune besoin de notre espace personnel pour vivre en harmonie. Mais pourquoi faudrait-il, le jour où je rencontrerai l'amour, note l'optimisme de cette affirmation au passage, faudrait-il que, au nom de l'amour, je renonce à cet espace sacré et que je mette en péril cette harmonie. Et quand je dis je, pourquoi nous devrions le faire? Donc je répète, encore une fois, disclaimer bis. Évidemment, cela va sans dire que l'on fait ce que l'on peut en fonction de sa situation. Ainsi, les personnes qui habitent des grands penthouses et qui ont besoin de s'appeler au téléphone pour communiquer quand l'un est dans la cuisine et l'autre dans la salle de bain ne vont pas se sentir très concernés par cet épisode et tant mieux pour eux. Mais je m'adresse plutôt en général aux citadines qui habitent 1, 2 ou 3 pièces avec leur partenaire, ce qui est déjà un luxe en soi, surtout dans une ville comme Paris. Donc, avec ma coloc, on se partage depuis début 2019 2 pièces, et ça se passe très 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 bien, on ne s'est jamais disputé. Alors évidemment, comme tout le monde, on a nos humeurs bien sûr, mais en général, quand il y a un désaccord entre nous, on règle ça en moins de 24 heures grand max, et ça se finit toujours par un gros hug en mode « Oh désolé mon chat, je voulais pas te faire de peine, miam 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 ». Alors, on n'est pas en couple, et il est vrai que ça simplifie pas mal de choses au quotidien, mais on s'aime, et on est un duo très harmonieux, très respectful l'une de l'autre. Mais on a beau s'aimer, très fort, si nous devions vivre dans la même pièce tout le temps, toutes les deux, ce serait vraiment très compliqué. Et pourtant, on s'aime, hein. Et alors, si nous devions, en plus, dormir ensemble chaque nuit que Dieu fait, mais je ne nous donne même pas un mois avant d'imploser, en fait. Parce que c'est simple. Les quelques fois où on a dû dormir dans le même lit, c'était juste l'enfer, pour toutes les deux. Alors pourquoi? La question, je la pose. Je n'ai pas peur de la poser. Mais pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit différent quand on est en couple, juste parce qu'on a des relations sexuelles en plus? Donc je suis reconnaissante en fait de ces expériences de la colocation que j'ai eues ces 10 dernières années parce que ça m'a fait réaliser l'obvious. I need a girl cave.
a Bloom Room. Et si je fais ce podcast, c'est parce que I believe you do too. Baby, you know time apart is beneficial. J'ai besoin de pouvoir refermer une porte derrière moi. Et pas celle de la salle de bain ou de la cuisine. Pour l'avoir testé dans le passé, ça ne suffit pas. J'ai besoin de pouvoir pratiquer mon yoga, créer, j'insiste sur ce mot, et dormir, les 3 essentiels de ma vie avec la bouffe, of course. Et j'insiste encore une fois bien sur le mot créer parce que ce thème est central avec l'essence du concept même de la Bloom Room. Il te faut donc un espace pour bloomer et si tu ne peux pas te le permettre pour le moment, work for it, pray for it, manifest it, but get it girl. Sans Bloom Room, toxique ou pas, notre partenaire va finir par nous étouffer par sa simple présence et si c'est pas lui qui va nous étouffer, c'est possiblement nous qui allons l'étouffer. Plus ou moins rapidement selon le degré de bonté de l'un et de l'autre, mais dans les 2 cas, tu en conviendras, c'est un outcome qui n'est absolument pas desirable. You don't wanna leave me, but I'm trying to self-discover. Keep me in your orbit and you know you'll drag me under. Je te mets le lien de la conférence de Madame Chantal Thomas en description de l'épisode si tu souhaites l'écouter. En tout cas, pour moi, ça tombait vraiment très bien, cette conférence, parce que je venais tout juste de lire le célèbre livre Une chambre à soi de Virginia Woolf. Bon alors par contre, j'avoue, au risque de paraître illettré, j'avais pas compris grand-chose, sinon qu'elle reconnaissait son privilège d'être financièrement supportée pour pouvoir s'en offrir une de chambre à elle et de se payer le luxe d'y passer du temps à écrire. Ce qui en soi n'était pas une grande nouvelle pour moi parce qu'on sait très bien qu'à l'époque, fin du 19e donc, les femmes étaient encore privées de la moindre indépendance, malheureusement. Indeed, n'ayant ni le droit de travailler, ni le droit d'avoir un compte bancaire à leur nom, je rappelle au passage que c'est un droit qui était accordé à nos mamans, pas à nos aïeuls, nos mamans à nous, parce que ce droit il a été accordé aux femmes en 1965 en France, et perso, la mienne de maman est née en 1953, 3 petits points. Les femmes étaient ainsi complètement à la merci du bon vouloir de leur patriarche, père ou époux, et il va sans dire que parmi eux, rares étaient les mécènes qui supportaient les travaux artistiques de leurs filles et de leurs femmes. Comme chacun sait, elles étaient plutôt occupées à des tâches ménagères ou, pour les plus privilégiées d'entre elles, sociales. Donc, pas d'espace ni de temps pour créer ce que souligne Chantal Thomas. Virginia Woolf, citant Florence Nightingale, écrit « Les femmes n'ont jamais une demi-heure qu'elles puissent déclarer à soi ». On peut se demander d'ailleurs si ça a beaucoup changé. Et Marguerite Duras, dans son livre, trouve que les choses n'ont pas tellement changé. Ce temps à soi, ce temps suspendu, pour moi, il a correspondu exactement à la découverte de la vie étudiante. Une découverte qui m'a rendue tellement euphorique que j'en ai eu comme la révélation d'une destinée. Mais bon, je ne vais pas parler trop de mes chambres d'étudiantes, mais parce que c'est un sujet qui me passionne. Mais je vais être modérée, enchaîner plus généralement sur ces chambres d'étudiantes qui étaient des sortes de jardins suspendus dans mon imagination, dispersés dans divers quartiers et qu'on a habités légèrement entre 2 cours à la fac, 2 livres, 2 amours. Une réalité féminine et nomade absolument inexistante, comme vous pouvez vous le représenter, en 1928. La comparaison avec les jardins suspendus et les chambres d'étudiantes m'ont beaucoup touchée parce que moi, ça m'a rappelé justement mes années en sous-location et vraiment cette époque de grand bonheur, de découverte de soi. Enfin bref. C'était vraiment très intéressant d'entendre une académicienne parler de ce livre que je n'avais pas trop capté donc, et pour le coup, au risque de paraître complètement inculte, je ne connaissais rien, ou presque, des vies ni des œuvres de Colette et Patti Smith, alors que du coup, évidemment, partant de rien, j'en ai appris pas mal finalement sur ces femmes ce jour-là, notamment que le mari de Colette, un certain Willy, l'enfermait dans une chambre exigeant à l'inverse d'elle qu'elle écrive. Derrière ce succès se dissimule une histoire d'abus conjugal et une forme d'esclavage très particulière, puisque, comme elle s'en souvient dans mes apprentissages, son mari
Henri Gauthier-Villard, dit Willy, l'enferme chaque jour pour couvrir les feuillets qu'elle doit fournir. Donc, elle possède la chambre, elle possède une chambre à clé, mais elle y est enfermée. À nouveau, c'était vraiment intéressant, mais ce qui m'a manqué en conclusion de cette conférence, c'est la mise en contraste avec ces femmes qui, il n'y a pas si longtemps de cela, ne rêvaient que d'une chose, être indépendantes, avoir la liberté de choisir une autre voie que celle qui leur était toute tracée et d'avoir le droit de créer, d'embody l'artiste en elles. Et les femmes d'aujourd'hui qui ont enfin acquis cette liberté de choix, mais qui étonnamment ne rêvent que d'une chose coûte que coûte, presque comme si elles étaient hypnotisées, être prises en épousailles et materner la descendance. Mais attention, elles gardent leur nom de jeune fille parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge quand même. Shady! I know! But mon intention, ce n'est pas de blesser les femmes qui ont fait ce choix et qui regrettent en silence, parce que c'est tellement tabou. C'est même tabou, en fait, au point, je pense, qu'on ne se rend même pas compte à quel point c'est commun, parce que ouais, elles peuvent pas l'avouer. Et en général, ces femmes, on les entend dire des choses du genre j'aime mes gosses, hein, mais si c'était à refaire, tu sais. Ou alors, je me suis sacrifiée. J'ai sacrifié mes rêves pour ma famille. Et on les reconnaît aussi quand elles projettent sur leur progéniture, justement, leurs carrières avortées et autres rêves déchus. Voilà, je suis sûre que toi aussi, tu en connais des femmes comme ça. On en connaît toutes. Peut-être même que ta propre mère te l'a dit. En tout cas, je sais que moi, c'est mon cas. Et personnellement, ça me brise le cœur, en fait, pour ces femmes qui se retrouvent bien souvent avec rien dans leur vie une fois que leurs gosses ont grandi et que le si gentil mari les a quittés à 50 ans pour sortir avec une jeune fille tout juste majeure. Et voilà, je sais que c'est pas gentil de dire ça, mais je suis désolée, ce n'est pas une invention de mon esprit misandre, c'est juste le truc le plus banal du monde, malheureusement. Nota bene, celles qui ont fait ce choix et sont heureuses comme ça et n'ont aucun regret ne devraient, si elles sont alignées avec leur choix, ne même pas se sentir concernées par ce que je dis. Mais oui, je sais, j'ai conscience que je taquine un peu fort, c'est fait exprès, car j'ai l'intention de provoquer une réflexion que je trouve encore malheureusement trop rare de nos jours. Et n'oublions pas en plus que je m'appelle Prunier, donc je suis littéralement incarnée pour secouer comme telle. Et puis aussi pour ma défense, il faut voir comment l'immense majorité des fécondés prennent de haut les femmes sans enfants. Hein. Il y a même pas une semaine, par exemple, j'ai unfollow une yogi que j'adorais et que j'admirais depuis 10 ans, parce que littéralement même pas un mois après avoir mis bas, la meuf, elle a écrit sur Instagram, et je cite « Je me fiche de savoir qui vous étiez avant d'avoir un enfant, vous êtes une meilleure personne après. » Soi-disant parce que it gives you a purpose. And I'm like, no, hell no, lady. C'est pas parce que toi, tu n'as pas su trouver de purpose sur cette terre autrement qu'en te reproduisant que tu peux le projeter sur le reste d'entre nous et encore moins nous insulter au passage. Thank you. Mais voilà, le double standard est assez violent parce qu'effectivement, quand une sainte mère insulte les nullipares, qu'elle le soit par choix ou pas d'ailleurs, eh ben ça passe. Et moi, tu vois, en fait, j'hallucine qu'on puisse dire un truc pareil quand il y a sûrement dans les centaines de milliers d'abonnés de cette personne sur Instagram qui voudraient avoir un ou plusieurs enfants mais qui n'y arrivent pas ou qui ont fait une ou plusieurs fausses couches, tu vois, genre, ou pire encore, qui ont un enfant qui est décédé, tu vois. So, please, do not at me with bullshit arguments like « Oui, mais il y a des femmes qui ne choisissent pas leur grossesse. » On va partir du principe que si, ok? On est en France, ici l'avortement est toujours légal et gratuit, j'espère pour longtemps. A priori, ils peuvent plus y toucher désormais, mais on sait jamais. Donc, à part dans les rarissimes cas de déni de grossesse, qui est littéralement mon pire cauchemar, by the way, on a le choix de mener à bout une grossesse, alors que à l'inverse, si on veut et qu'on ne peut pas avoir un enfant, bah là, c'est mort. Et please do not get me started about la GPA, c'est vraiment pas le sujet du jour. Donc voilà, pour être tout à fait transparente avec toi, cet épisode a été très difficile pour moi à réaliser. Ça fait littéralement 2 mois que je suis dessus, je l'ai enregistré, je l'ai monté tout entier, et puis au moment de le publier, à quelques jours de la publication, j'ai finalement décidé de tout réécrire parce que je ne voulais pas parler trop de maternité et je voulais me recentrer un petit peu sur le sujet de Bloom Room. Mais en fait,
J'ai modifié plein de choses, effectivement, quand même, par rapport au premier enregistrement, mais j'ai beau retourner la question dans tous les sens, pour parler en fait du bien-être domestique et de l'épanouissement artistique des femmes, je ne peux absolument pas éviter la thématique de la maternité en réalité, parce que notre existence s'inscrit dans un contexte social et avec un héritage historique, etc. Tu vois. Voilà, c'est malgré moi. Je me dédouane, mais c'est malgré moi que je suis obligée de parler de ça et voilà, je sais que j'ai un discours qui change un petit peu de la norme, quoi. Et voilà, je voulais aussi dire qu'il n'y aurait pas de sujet si les femmes qui regrettaient leur maternité ne représentaient qu'un tiny pourcentage des mères. Et malheureusement, sujet il y a. Et bon, bref, la question de la maternité est tellement importante que j'ai du mal à le cerner complètement. Surtout que, voilà, tu vois, je vanne et tout, mais je veux le faire avec sincérité et franchise. Et bien sûr, je suis un peu cinglante et je m'autorise à l'être parce que je le fais avec humour et voilà. J'émets des jugements, mais en vrai, dans le fond, je juge pas. C'est juste que ça me brise le cœur quand j'entends ensuite des femmes qui regrettent ou tu vois qui sont au bout du rouleau parce que parfois il arrive que finalement l'idée qu'elle s'était faite de la maternité n'est pas en fait ce auquel elle pensait, et qu'en fait c'est super dur, pas le temps, pas de soutien, pas de machin. Donc voilà, moi ça me brise le cœur et c'est pour ça que j'ai envie d'ouvrir la conversation et de pouvoir débattre, mais c'est vrai que j'ai pas envie de faire de peine non plus, quoi. Anyway, sorry not sorry if I'm offending you. C'est juste que voilà, moi j'ai envie de spark une réflexion qui, à mon sens, est trop éludée dans notre société et qui, je le crois, et c'est pour ça que je le fais, parce que c'est pas juste pour ruffle feathers, mais je le crois, c'est la clé de l'empatouillement dans des relations toxiques pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, parce que combien de fois avons-nous entendu le « j'ai envie de me marier, d'avoir des enfants, alors je tiens bon avec lui parce que oui, c'est vrai, il est emotionally abusive, but j'ai pas envie de me retrouver célibataire à 30 ans passés et devoir tout recommencer à zéro, tu comprends ?» Mind blown pour moi, tu vois, parce que toi, tu veux avoir des enfants, tu es prête à choisir de leur donner un père moisi, et puis tu préfères donc faire des gosses à ce type qui te fait pleurer une semaine sur 2 plutôt que de réaliser tes rêves à toi, tu vois. Ouais, parce que moi, j'ai pas oublié que t'en avais quand t'étais jeune fille. Je les ai entendus, j'y pense toujours, je sais que tu les as pas réalisés encore, et là, t'es en train de prendre une voie qui... Il faut en effet que, pour se mettre à créer, avoir une disponibilité matérielle, Virginia a raison, et spirituelle, et qui est une nécessité. Peut-être pas se dire je suis une artiste, mais que ce soit quelque chose de plus fort que vous, quelque chose qu'on ne peut pas éluder. Mais je crois qu'il faut aussi éviter de se mettre dans des situations sans retour et on constate après que c'est une erreur. Indeed. Il y a sûrement plein de femmes riches que devenir mère ne détourne pas de leur propre existence, ni de leur mission personnelle divine, qui peut s'accorder au pluriel, que les yogis appellent dharma. #NotAllWomen. Ceci dit, même Beyoncé n'a pas fait de musique pendant un moment après la naissance de ses gosses et son album Comeback s'appelait, je te le donne en 1000, maybe you know, Renaissance. C'est pour toutes ces raisons que pendant cette fameuse conférence, j'espérais que Chantal Thomas citerait Mona Chollet, l'auteur de Sorcières, qui a publié en 2015 un livre qui rejoignait directement le sujet de la conférence et qui se trouve par ailleurs être un de mes livres préférés au monde. Il s'agit de Chez soi, Odyssée de l'espace domestique.
Pouvoir refermer une porte sur soi, commentait Chantal Thomas près de 70 ans plus tard, c'est jouir d'un temps ininterrompu, évoluer dans le continuum d'une vie conceptuelle et imaginaire pleinement explorée. La chambre peut être d'allure modeste et de surface réduite, elle n'en contient pas moins un principe d'invincibilité. Elle est en réalité aux dimensions d'un irréductible, cette volonté en moi d'aller jusqu'au bout de mes possibilités. Quelle agréable surprise de trouver cette citation de Madame Thomas à la relecture de Chez Soi pour la préparation de cet épisode. À l'époque, j'ai lu Chez Soi pour la première fois lorsque je venais juste de enfin m'installer chez moi, en colloque donc avec une autre artiste pour qui le désir de jouer, la passion de créer, bref, l'épanouissement artistique est aussi, comme pour moi, une priorité absolue. Alors autant te dire que j'aurais pu en pleurer de reconnaissance en fait de lire ce livre et particulièrement cette citation qui suit pour la première fois. L'amour compte beaucoup pour moi. Je ne suis pas un monstre sans cœur, mais je n'ai jamais vu l'intérêt de me marier et j'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfant. Mon principal rêve de gamine, c'était de faire quelque chose de moi-même, d'écrire en l'occurrence et de rester aussi libre que possible pour profiter de la vie. Ce projet me semblait si objectivement désirable et m'obnubilait à tel point que lorsque mes amis, au début de notre vie d'adulte, ont commencé à fonder des familles, ils m'ont plongé dans la perplexité et l'effarement, comme s'ils faisaient là quelque chose de totalement imprévisible et incongru. En même temps, je réalisais peu à peu qu'autour de moi, mes dispositions et mes aspirations suscitaient la désapprobation discrète ou véhémente d'un nombre non négligeable de personnes. Je manquais là gravement à mon devoir d'incarner la femme. I felt so seen. So seen. Et ça m'a fait tant bien si tu savais, parce que non seulement c'est rare dans la vie quotidienne de rencontrer une femme qui tienne ce discours qui est le mien depuis que je suis toute petite, à savoir je ne veux pas me marier et je ne veux pas d'enfant et je veux poursuivre ma carrière artistique, mais de le lire dans les pages d'un livre rédigé par une autrice plus que respectée, une icône féministe, parce que le livre il est sorti en 2015, mais moi je l'ai lu après Sorcière. Donc, entre-temps, elle était, montée au stade d'icône finalement. Il n'y a pas de meilleur mot que ça. Et ça, tu vois, c'est carrément inédit et franchement, ça m'a bouleversée. Parce que si tu me suis sur Instagram depuis longtemps, tu l'auras probablement remarqué, je passe en effet beaucoup de temps chez moi, particulièrement dans ma chambre, que j'appelle donc ma Bloom Room. Et oui, donc il se trouve que c'est ma chambre actuellement, mais voilà, c'est le terrain fertile dans lequel mes racines se développent et me permettent de m'ancrer pour m'épanouir. Ma Bloom Room, c'est mon espace safe, chaleureux, comparable finalement à une serre où je suis non seulement à l'abri des agressions extérieures, comme donc pour les fleurs et les plantes, si on continue avec la comparaison de la serre, je suis non seulement à l'abri des agressions extérieures, donc qui peuvent être le froid, les nuisibles en tout genre, etc., mais où la photosynthèse est aussi décuplée, parce que du coup les serres elles allongent les saisons et donc c'est finalement pour moi l'environnement idéal pour ma croissance spirituelle, pour ma croissance artistique et pour un équilibre pour moi émotionnel optimal. C'est désormais un non négociable pour moi et j'espère que ça le sera pour toi aussi après cet épisode si ça n'était pas déjà le cas, mais il faut se dire que c'est là qu'on dort bien sûr, mais c'est aussi là qu'on rêvasse, que l'on pratique son yoga, qu'on apprend à jouer des instruments de musique peut-être, que l'on peint, que l'on danse, que l'on écrit, que l'on chante. Personnellement, moi c'est là où j'enregistre et j'édite ce podcast. Et c'est aussi là qu'on traîne, tu vois, que les minutes s'allongent et qu'on a le temps de s'observer, de s'étudier et de bloomer, en résumé. Donc voilà, il faut bien comprendre que la dimension bloom de la Bloom Room et ce qui la différencie d'une simple chambre, c'est la dimension jardin spirituel et artistique. On ne s'y rend pas juste pour lire, dormir et jouir.
comme dans une chambre. La Bloom Room, c'est un mix en fait de ce que les anglophones appellent study. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le mot étudier, qui est une pièce qui sert à étudier donc. Et je souligne la nuance avec le mot office. Office qui peut se traduire comme bureau, qui sert donc à travailler. Et même si bien sûr on peut study dans un office et inversement on peut work dans un study, j'aime qu'il y ait un terme différenciant en anglais pour faire la nuance donc avec le travail et l'étude. La Bloom Room, c'est donc un mix, je le disais, donc de la study room et d'une chambre d'enfant, en quelque sorte, parce que, et c'est plus flagrant quand notre Bloom Room est aussi, comme c'est mon cas, notre chambre personnelle, parce que dans une chambre d'enfant, on y retrouve tous nos jouets. Et dans mon cas, dans ma chambre, il y a mes instruments de musique, il y a mon piano, ma guitare, mon ampli, un micro, plusieurs micros d'ailleurs, il y a l'harmonium qu'on m'a prêté, les bols chantants aussi qu'on m'a prêté, et aussi tout mon matériel de yoga, mon tapis, mes briques en liège et en mousse, ma sangle, mes élastiques, mon bolster, mon tapis d'acupression, mes balles d'acupression, passion, tous mes livres, il y a ma guitarélé, tout ça, le guitarélé c'est dans les instruments aussi, mais j'avais oublié de la citer, la pauvre. Mais voilà, alors, évidemment, le jour où j'aurai les moyens de me l'offrir, j'aurai chez moi un espace dédié au yoga, genre je kifferais, genre le summum du kiff, ce serait d'avoir la place de dérouler au moins 10 tapis, stocker donc l'harmonium, les bols de cristal, et avoir tout le matériel, genre 10 tapis, 10 paires de briques, 10 bolsters, 10 couvertures pour pouvoir partager ma pratique avec des amis, peut-être toujours enseigner, I don't know, genre j'ai pas visualisé jusque-là, mais voilà, et avoir séparément un studio de musique insonorisé, trop chill, tu sais, comme ont les stars avec des canapés, des fauteuils, une table pour écrire, mon piano, ma guitare et peut-être, et j'espère d'ici là, plein d'autres guitares, notamment libanaise de Mikes dont je rêve depuis longtemps déjà. Bref, et une chambre à part, en plus de ces 2 autres pièces, qui serait donc une chambre pour lire, dormir et jouir, comme je le disais tout à l'heure. Et ma maison tout entière serait ma Bloom House, tu vois. Bon, aujourd'hui, mon appartement, c'est déjà mon Bloom appartement, mais il y a une pièce qui n'est pas la mienne. Mais en attendant, je rejoins Chantal Thomas, l'espace dont je dispose n'est pas vraiment important. Quelques mètres carrés et une porte que je peux refermer derrière moi suffisent. Plus, c'est génial, mais c'est du luxe supplémentaire qui est cool, mais en soi c'est superflu. C'est pour ça que j'étais très heureuse d'ailleurs quand je vivais en caravane avec Marie, comme je disais tout à l'heure. Ma caravane, littéralement mon espace, c'était mon lit. J'avais 2 petites portes battantes coulissantes que je pouvais refermer derrière moi, qui vraiment, mais il n'y avait pas de place debout, mais même pas 1 mètre carré, hein, c'était juste mon lit. J'avais quelques étagères pour mettre mes bouquins, j'avais mon micro pour enregistrer le podcast, 2 petits, on peut même pas dire placards, mais ouais, 2 espèces de petites boîtes pour ranger mes vêtements, et ça me suffisait amplement parce que bah du coup, comme c'était l'été, je mettais mon tapis dehors à l'extérieur et je pratiquais mon yoga à l'extérieur. Mais voilà, ça faisait littéralement, bah, je sais pas, 140 par 200, un lit quoi, peut-être moins en plus, je me rends pas compte. Si c'était un peu moins. Je tenais allongée dans cet espace, donc ça faisait peut-être 180. Bon bref, c'était vraiment tout petit, t'as compris quoi. Ça valide mon propos puisque si évidemment je serais heureuse le jour où j'aurai cette Bloom House immense avec le studio de yoga, le studio de musique et la chambre, et je pense que je ne serais pas plus heureuse que je ne le suis maintenant en réalité, ou que je ne l'étais dans la caravane avec Marie dans les Landes. Parce que tout ce qui compte pour le bien-être, pour l'épanouissement au quotidien, c'est de pouvoir s'isoler, se recharger, pratiquer, jouer, créer. Et que donc, si ta Bloom Space fait 5 mètres carrés ou 5000 mètres carrés, ne change pas grand-chose. Sauf bien sûr si les 4995 mètres carrés supplémentaires sont extérieurs et verts. Là, ça change pas mal de choses. Partons du principe que je m'adresse principalement aux citadines, comme je disais tout à l'heure, qui sont bénies des dieux si elles ont le luxe de posséder un balcon assez spacieux pour même juste s'asseoir ou même tout simplement se tenir debout.
Puisque j'ai beaucoup parlé de maternité dans cet épisode sur la Bloom Room, j'ai envie de wrap this all up en te rappelant qu'il y a fort à parier que ton inner child ait besoin que tu la maternes. Et maybe, just maybe, you're confusing ce besoin-là avec le besoin de materner un enfant qui n'est pas encore incarné, mais dont une partie des cellules reproductrices se trouve en effet depuis ta naissance dans les graines appelées ovocytes, stockées au chaud dans le bas de ton ventre. Et maybe, just maybe, you're confusing le désir de créer et de procréer, parce que dans le bas de ton ventre se trouve justement le chakra appelé Svadhisthana, situé entre le pubis et le nombril, derrière les organes génitaux. Or, je crois que si l'on prend le temps de s'étudier dans sa Bloom Room, que l'on apprend à discerner ce que l'on veut vraiment de ce que l'on ne veut pas vraiment, voire pas du tout en réalité, en maternant son inner child, en donnant à la petite fille qui est en nous l'attention qu'elle mérite, en donnant à la petite fille qui est en nous l'opportunité de donner vie à ses rêves, et on apprend à se détacher en fait de l'énorme couche de conditionnement que l'on nous a tartiné dessus depuis des générations. Oui, parce que j'ai parlé beaucoup de maternité aujourd'hui, mais j'aurais très bien pu parler d'hétéronormativité également. J'en ai un rayon à dire à ce sujet en plus. Donc comment s'occupe-t-on de son inner child ? Eh bien, je pense que c'est intéressant de s'inspirer des enfants, des autres, et en fait de se laisser se comporter comme eux. Donc regarde les gosses, ils dessinent mal, ils jouent du xylophone très mal, ils dansent très moyennement, chantent faux. Bref, cette fibre artistique complètement dépourvue d'ego est profondément inspirante parce que ça les rend heureux, peu importe la taille de leur maison. Évidemment, en partant du principe qu'on parle de gosses qui ne vivent pas dans un foyer dysfonctionnel, eux aussi me font énormément de peine, hein. Je le dis comme ça au passage, mais cet épisode est aussi un plaidoyer pour ces gosses-là, et maybe pour mon inner child aussi, it's healing. Anyway, et qu'évidemment, ces enfants ne sont pas dans un pays en guerre. Donc, bon, bien sûr, mais bref. Cette fibre artistique dépourvue d'ego est profondément inspirante. Et c'est intéressant parce que beaucoup d'entre nous la perdent en vieillissant. Un peu comme la souplesse, d'ailleurs. Les bébés, les enfants sont très souples et c'est en vieillissant qu'on perd ça. Et ça pourrait être super intéressant, d'ailleurs, de s'interroger sur le lien qui unit tout ça. C'est hyper intéressant. Je vais juste pas partir là-dedans présentement, mais je voulais juste souligner que le fait de créer, c'est un besoin impérieux. Et que tu regardes les enfants, ils mangent, ils dorment, ils boivent, ils jouent, ils créent, et ils font beaucoup caca. Ne l'oublions pas parce que c'est à nous d'essuyer. Pour conclure cet épisode sur la Bloom Room, tu as besoin d'une Bloom Room dans ta vie si ce n'est pas déjà le cas. Tu as besoin d'y passer du temps pour prendre soin de ton inner child, qui est aussi ton inner artiste. Faire cela va te permettre de cultiver tes rêves, ta sérénité, ton équilibre émotionnel et aura pour merveilleuse conséquence de t'éviter de t'empatouiller dans des relations toxiques parce que tu rêves de conformisme et pire, de donner une descendance à un sombre loser qui ne mérite même pas que tu lui donnes l'heure. PS. Rêver de conformisme n'est pas une insulte. Genuinely, le conformisme, ça me fait autant rêver que Mona Chollet. J'envie la conformité de ses aspirations. Ramer à contre-courant, cela fatigue. Ce doit être si bon, si confortable, si reposant de se laisser glisser dans la normalité comme dans un bain chaud. D'occuper un terrain balisé au préalable par des millions d'autres femmes et peut-être surtout par des millions de représentations de ce que doit être une femme, d'endosser un rôle qui ranime le souvenir de millions d'images familières rassurantes, de se sentir approuvé dans ce que l'on est et ce que l'on fait par des siècles de culture savante et populaire. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré à bloomer. Si c'est le cas, s'il te plaît, partage-le à ton réseau sur tes réseaux. N'oublie pas non plus de donner 5 étoiles à l'émission et bien sûr de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je te rappelle au passage le lancement imminent du programme Time to Bloom de Fake Love à Self Love. Les portes seront bientôt ouvertes aux inscriptions, mais il est désormais possible de se préinscrire gratuitement en tant que Bloomette fondatrice, statut préférentiel qui te permettra de bénéficier d'un tarif exceptionnel
exceptionnelle à l'occasion du premier lancement du programme, ainsi que de la possibilité de participer gratuitement au second lancement du programme en échange de tes feedbacks et témoignages. Et si tu ne peux pas attendre pour commencer à bloomer avec moi, alors rendez-vous sur mon site www.thepruneyoga.com pour consulter les différentes options pour démarrer dès aujourd'hui le Bloom processus ensemble. Tu peux soit réserver un coaching particulier en one-to-one ou bien télécharger gratuitement des ressources Bloom pour commencer à bloomer en autonomie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast. D'ici là, prends soin de toi et des gens qui te font du bien. Bloom!